Good afternoon, everybody, and welcome. Bonjour à tous et tous, bienvenue à nouveau parmi nous. Et pour celles et ceux qui sont encore en train de chercher leur place, s'il vous plaît, faites vite. Nous allons entamer la 3e séance de ce forum, du forum de cette année. Merci d'être revenu à l'heure. J'espère que vous avez bien mangé, bien bu. Et alors même que je marchais vers la salle, je me suis posé la question de savoir ce qu'était le coût réel de chacun des ingrédients qui composaient les boîtes que vous avez eues pour déjeuner. Je me suis interrogé sur le prix des ingrédients et j'ai également été inspiré par ce que nous avons entendu ce matin. Est-ce que la nourriture que nous avons mangée ce midi était produite de manière durable? Est-ce que nous, en mangeant ces boîtes, étions fidèles à notre engagement envers une nourriture durable, tout étant emballé dans du plastique? Ce n'est bien sûr pas facile. Et la raison pour laquelle je me posais cette question était en fait liée à la suite de notre après-midi, de notre programme, à savoir les mécanismes des prix, de fixation des prix de la nourriture. Comment nous assurer que le coût de l'alimentation est correctement distribué entre le contribuable, entre le consommateur lambda et les entreprises. Il s'agit d'une chaîne extrêmement complexe, difficile, celle de la valeur. Valeur qui d'ailleurs est le concept même, le concept clé de tout ce dont nous allons parler cet après-midi. Pendant l'heure à venir, nous allons entendre deux intervenants, les deux à distance, deux orateurs de renommée. Je leur poserai quelques questions, une brève séance de questions-réponses pour chacun d'entre eux, et j'inviterai ensuite 3 panélistes pour pouvoir choisir les personnes à qui je poserai des questions. Je leur poserai des questions, mais vous pouvez bien sûr également le faire soit ici, directement dans la salle, soit en ligne. Vous savez comment ça fonctionne, et j'espère que vous n'hésiterez pas à poser vos questions. Sans plus tarder, introduisons nos deux orateurs, Máximo Toledo Colam, qui est économiste en chef pour la FAO. Maximo, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, parler pour que nous assurions que vous entendons? Massimo, vous nous faites un signe de la main, mais vous souriez également. Quelle bonne chose. Nous espérons que ce sera également le cas à la fin de votre présentation. Est également présent parmi nous Pavan Sukhdev, le CEO, le PDG de GIST Impact. GIST est un bureau de conseil qui utilise des données scientifiques pour aider le secteur privé à mesurer son impact. Je me trompe? Non, pas du tout. Très bien. Alors, vous serez là un intervenant important dans la discussion d'aujourd'hui. Maximo, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, prendre la parole en premier? Nous passerons ensuite à Pavan. Et lorsque vous aurez terminé, je vous poserai quelques questions. Et nous pourrons ensuite entendre les membres de notre panel ici, à Bruxelles. Maximo, est-ce que vous voulez bien prendre la parole en premier, s'il vous plaît? Les pratiques polluent les sols, réduisent la biodiversité et contribuent au changement climatique. Cela a également un impact sur notre santé alimentaire. Mais ces impacts ne sont pas toujours reflétés dans le prix d'aliments artificiels et particulièrement onéreux auxquels nous sommes habitués. C'est particulièrement important car la transformation vers un système agricole différent passera par un changement du mécanisme de fixation du prix. Mais nous devons tenir compte d'un certain nombre de facteurs lorsque nous parlons de ce mécanisme de fixation. Un prix réel est un prix qui tient compte de l'ensemble des facteurs externes et des facteurs internes. C'est un prix juste qui reflète l'ensemble de ce qui est utilisé dans la production. C'est un prix social qui reflète le prix, qui évite le travail des enfants. C'est également un prix qui aide un consommateur à s'orienter vers des options plus saines. Il n'y a pas de normes
internationalement reconnue pour la fixation du prix des aliments dans la chaîne alimentaire. Le prix est généralement basé sur une question de provenance. Cela a été démontré par un certain nombre d'études dans le domaine agroalimentaire. Au sein de la FAO, nous concentrons de nombreux efforts pour essayer de limiter ce genre de trade-off lors des sommets. Mais il faut bien sûr tenir compte de l'ensemble des facteurs externes, comme je l'ai déjà mentionné. La valeur dans ces 4 dimensions requiert l'obtention de nombreuses dimensions et partent sur de nombreuses hypothèses. Pour calculer un prix, il faut bien sûr calculer le prix lié au gaz à effet de serre, le prix de l'érosion des sols, de la perte de la biodiversité, de la perte d'eau notamment. Pensez à ce dernier élément. Un certain nombre de marchés fixent le prix de l'eau et toutes les commodités que nous exportons contiennent généralement de l'eau, ce qui n'est généralement pas pris en ligne de considération lorsque nous fixons un prix d'une denrée alimentaire. Nous devons veiller à différents facteurs tels que l'égalité des genres, les accidents de travail aussi. Les producteurs et les consommateurs reçoivent tout type d'informations. Et il existe en réalité une multitude d'études qui sont penchées sur le coût réel des denrées alimentaires. Toutes ne peuvent pas être comparées. La fondation Rockefeller a estimé par exemple aux États-Unis que les denrées alimentaires valaient 1,1 milliard de dollars par année. 1100 milliards de dollars, pardon. Mais il semblerait que les problèmes de santé liés à la nourriture soient de 1200 milliards. On voit donc qu'il y a un manque de perspective et un manque de cohérence. Le sous-évaluation des denrées alimentaires est un vrai problème. Et cela nous pose donc à revoir la fixation des prix entre gouvernements et consommateurs. Les gouvernements doivent repenser les mécanismes de soutien aux politiques agricoles et créer des règles, des réglementations justes, transparentes, pour que les consommateurs soient plus conscients de leur choix. Elles doivent se pencher sur les impacts du prix sur les 4 domaines. La FAO a essayé de calculer l'impact de ces 4 domaines sur la pollution. Ils peuvent également nous fournir un certain nombre d'informations sur la perte de la diversité. Cela fournit davantage de transparence sur les choix alimentaires et les consommateurs sauront ainsi davantage comment ils doivent s'orienter, pourquoi ils doivent s'orienter vers un produit ou pour un autre. Le mécanisme de fixation de prix peuvent être utilisés dans toutes les dynamiques. Ces mécanismes sont généralement définis au niveau national, mais ils sont souvent gérés par des organisations intergouvernementales et interrégionales comme l'Union européenne ou par l'OMC notamment. Ensemble, avec les gouvernements, il faut mettre en place des politiques. Cela nous rappelle que, alors que les politiques nationales pour les systèmes alimentaires restent primordiales, les systèmes agroalimentaires vont bien au-delà des frontières. Les décisions nationales ont un impact sur les marchés mondiaux, sur les évolutions des marchés mondiaux, ont également un impact sur les décisions internationales au court et au moyen terme. Le contexte du marché actuel pousse à passer vers un système plus durable, un système agroalimentaire plus durable, et se base sur l'hypothèse qu'il faut mettre en place un mécanisme totalement externalisé. Et tout cela sera nécessaire pour une transformation exhaustive des systèmes alimentaires. Les prix des denrées alimentaires, mais également des intrants, sont particulièrement élevés dans le contexte actuel. Ce que nous pouvons apprendre et tirer comme leçon de la situation actuelle et ce que nous pourrons utiliser à l'avenir est essentiel. Nous devons adopter une approche sur les prix réels. Cela nous permettra de comprendre le contexte dans lequel nous évoluons et cela nous permettra également de comprendre comment nous pouvons utiliser nos ressources de manière plus efficace. Cet effort est essentiel pour l'agriculture car il nous permettra d'aligner les mesures incitantes et de mieux comprendre les conséquences de nos actions, les conséquences des politiques qui ont été mises en place et aussi à mieux gérer nos ressources naturelles. Le comportement des consommateurs sera également clé. Cela soulève un certain nombre de questions sur les mécanismes, nos mécanismes alimentaires et la fixation des prix.
comment faire valoir les aspects environnementaux et sociaux? Est-ce que les mécanismes de fixation des prix peuvent être identiques pendant des temps de crise, étant donné qu'ils représentent une certaine pression sur les consommateurs? Comment gérer les relations entre les entreprises et les besoins d'alimenter toute la population? Comment gérer également les mécanismes de fixation des prix avec les politiques telles que la stratégie de la fourche à la fourchette et le pacte vert européen? Il est essentiel de comprendre tout cela pour comprendre ce qu'est le coût réel de chacun des moyens utilisés dans le domaine agricole, l'effet de ces différents domaines, de ces différentes questions sur la nature, l'impact en matière d'émissions de dioxyde de carbone, l'impact des politiques que nous avons mises en place et la manière dont celles-ci permettront de créer une transformation, de mettre en place une transformation du système alimentaire plus durable. Lorsque nous parlons de transformation des systèmes alimentaires et non pas simplement du système alimentaire, c'est en réalité parce que le système alimentaire, le système agricole n'est pas simplement composé de produits, mais également de biocombustibles, d'autres éléments qui font partie de ce système agroalimentaire. Et tout cela nous permettra de mieux comprendre une fois de plus comment gérer les ressources. Hâte de répondre à vos questions. Merci beaucoup. Merci. J'ai beaucoup de questions. J'ai trouvé votre intervention fascinante, mais je ne vais pas les poser directement. Nous allons écouter Pavan qui parle directement depuis Bombay et je vous poserai les questions ensuite, Maximo. Allez-y, Pavan. Merci beaucoup, Steven. Selon moi, le système agroalimentaire est un système rompu qui s'est écroulé, et ce à de nombreux égards. Mais j'aimerais commencer par quelque chose qui est apparu il y a à peu près 5 ans, en 2016, plus de 5 ans. On avait déclaré que le coût des maladies causées par ce que nous mangeons est supérieur au coût des maladies causées par tout autre facteur. On parlerait notamment de la consommation abusive d'hydrates de carbone, de sucre, qui pouvait notamment conduire au diabète de tout type. Il y a 4 fois plus de personnes qui souffrent de diabète aujourd'hui par rapport à 1980. Nous sommes passés de 20 à 80 millions de personnes. Si on regarde le système, c'est une manière de se pencher là-dessus. Nous avons notamment les déficiences en matière de macronutriments pour 2 millions de personnes, 800 millions de personnes qui souffrent de la nutrition, de la malnutrition à travers le monde, qui n'ont pas assez de quoi remplir leur assiette le soir. Et sur les 7 milliards d'habitants, il y a également 1,9 milliard qui sont en surpoids. Et 700 millions de personnes sont obèses. Voilà l'impact du système alimentaire dans lequel nous inscrivons. Il y a également d'autres impacts de la nourriture, les antibiotiques, les résistances aux antibiotiques, car il y a des antibiotiques dans le bétail que nous mangeons. Il y a également un certain nombre de problèmes liés directement aux herbicides et aux pesticides. Et quand on parle de problèmes et de pollution, on ne parle pas simplement de plastique. Il y a également tous les perturbateurs endocriniens qui ont également un impact sur notre santé. Mais lorsque l'on s'intéresse aux principaux catalyseurs de nos troubles alimentaires, on pense notamment aux substances chimiques utilisées dans les pesticides et l'impact des substances chimiques sur notre système, sur notre santé. Alors, on peut penser à différents éléments. La forêt, notamment, qui a été coupée pour faire paître le bétail, pour ensuite les émissions de dioxyde de carbone liées au transport de la nourriture. On ne parle pas simplement de l'agriculture comme 24% des émissions de gaz à effet de serre, mais les systèmes alimentaires représentent 44 à 50, plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre. 50% des gaz à effet de serre sont liés directement à ce que nous mangeons. Les systèmes alimentaires sont rompus, ne fonctionnent pas. C'est ce que je vous ai dit au début de mon intervention. Les systèmes hydriques, notamment le prix des commodités, tout cela ne fonctionne pas. Nous avons donc un problème à résoudre. Mais la manière dont nous mesurons la performance des systèmes alimentaires, et c'est un point qui a également été soulevé par l'intervenant précédent, nous pose problème. Nous nous intéressons à la productivité de nos systèmes alimentaires et cela va bien sûr renforcer le statu quo. Je l'ai dit encore et encore, on ne peut pas mesurer on ne peut pas gérer ce qu'on ne mesure pas. Il y a énormément d'événements externes qui doivent être reconnus, qui doivent être mesurés, qui doivent être gérés. Il faut réfléchir à tout cela. Nous avons donc besoin
de réaliser ce travail pour obtenir davantage de données sur nos systèmes alimentaires, et ce, dans le contexte actuel. Les informations, malheureusement, ne servent pas, ne suffisent pas à motiver. Lorsque vous avez une mauvaise nouvelle, vous découvrez, vous prenez le pouls de cette mauvaise nouvelle, vous essayez de la quantifier, mais cela ne pousse pas les personnes à changer. Il faut passer par des groupes d'intérêt spécifiques, leur fait comprendre quel est leur intérêt dans la résolution des différents problèmes. Il y a également les décideurs politiques qui parlent par le biais de l'agenda 2030 des ODD, et la grande majorité des ODD sont directement liés à la manière dont nous gérons les systèmes alimentaires. On voit dans cet agenda 2030 qu'il y a également un aspect financier, et les politiques doivent s'adresser plus directement aux entreprises et leur dire que leur pratique doit changer, car le changement est au coin de la rue. Nous devons réévaluer les systèmes alimentaires et les systèmes agricoles. Il y a un projet que j'ai moi-même géré sur la question de la biodiversité et le système alimentaire. On a pu le constater. Les systèmes alimentaires sont impactés directement par la biodiversité, et c'est l'un des plus grands bénéfices de la nature. Nous allons commencer par la biodiversité, par la nature, et nous finissons comme des explorateurs des aspects externes des systèmes alimentaires. Non pas à cause du choix, mais à cause de l'absence de choix, parce que nous ne savons pas exactement ce vers quoi nous tendons. Et nous avons donc réalisé cette étude, nous avons compris qu'il y avait énormément de manières d'étudier les systèmes alimentaires, et ce de manière exhaustive, en nous intéressant non seulement à la mécanisme de profit, à la mécanisme de rendement par hectare, mais également à d'autres aspects, de manière plus exhaustive, plus complète. Nous avons créé des modèles pour mesurer l'ensemble, évaluer l'ensemble des systèmes alimentaires, évaluer les stocks, les flux, les résultats, les intrants, les sortants, et également les impacts et les changements du capital produit pour les agriculteurs et les grandes entreprises et pour les générations futures. Les changements en termes de capital humain, comment est-ce que l'on améliore également la santé des personnes qui travaillent dans les champs. Les changements de capital social pour l'amélioration des institutions, le fait de renforcer notamment les réseaux, tout cela est possible. Ça d'ailleurs été réalisé. On a déjà vu 6-7 études qui utilisent ce genre de cadre compréhensif, non compréhensif, pardon, complet, qui nous permet d'en apprendre davantage sur ce que nous faisons au quotidien. En plus d'avoir le bon consensus, le bon cadre de mesure et d'évaluation, on a également constaté l'impact d'un changement de position, d'un changement de comportement. L'agriculture chimique, comme j'ai l'habitude de l'appeler, a été remise en cause. On a de nombreux exemples de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui n'a pas fonctionné, des impacts. Et j'aimerais également attirer votre attention sur un exemple venu directement de mon pays, de l'Andhra Pradesh, en Inde. L'Andhra Pradesh se situe au sud-est de l'Inde. 16 millions de personnes, 6 millions sont des agriculteurs. Et sur ces 6 millions de personnes, on avait demandé à ces 6 millions de personnes, on avait demandé si elles aimeraient faire les choses différemment, utiliser d'autres techniques. Dire que l'agriculture est une question de biologie avant d'être une question de chimie, et dire également que si l'on arrivait à revoir le sol, modifier le sol, contrairement à ce qui avait été fait pendant des années avec les produits chimiques, on pouvait obtenir davantage de résultats. Également, recréer les bactéries dans le sol, recréer les minéraux, recréer toutes ces matières, faire en sorte que ça serve de nourriture aux plantes, qu'il y ait davantage d'osmose pour les racines de ces plantes et des plantations. Et en expliquant tout cela, on a constaté une forte augmentation des résultats. Pour faire bref, nous avons un système qui a généré énormément de productivité. Dans les principales récoltes, les fruits, le maïs ou les cacahuètes. Et également les piments, qui ont vu leur productivité fortement augmenter. La consommation d'eau a fortement diminué, 50% de moins, grâce aux différents systèmes d'irrigation. Et ils ont également capté du carbone. Plus important encore, ils ne tombent plus malades à cause de l'utilisation des produits chimiques, des pesticides et herbicides qui n'étaient pas utilisés correctement. Il y a donc des solutions.
Il y a d'autres solutions un petit peu plus loin que l'Inde. Et 700 000 des 6 millions d'agriculteurs sont déjà passés de l'agriculture chimique à l'agriculture biologique. Des groupes soutenus par le gouvernement, mais également par des organisations de charité, se sont fixés un objectif. Visant à augmenter encore le nombre de personnes qui utiliseraient l'agriculture biologique plutôt que l'agriculture chimique. Voyons si tout cela va fonctionner, mais nous avons bon espoir. Pravan, merci beaucoup de nous donner des exemples aussi positifs à la fin de votre présentation. Nous avons entendu parler donc de l'impact de ces techniques régénératives dans cet état de l'Andhra Pradesh. Et c'est vraiment une bonne chose. Mais j'aurais aimé garder les choses les plus simples possibles. J'aimerais revenir à votre présentation, Maximo, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai raison en disant que ce que vous avez dit au niveau des mécanismes de fixation des prix consistait grosso modo à dire que les prix des denrées alimentaires devraient être 2 fois plus élevés si leur coût réel était représenté sur nos tickets de caisse. Lorsque les consommateurs les achètent, les prix augmenteraient fortement. C'est ça que vous avez dit. La logique de ces coûts réels est de comprendre l'impact des facteurs externes lorsque nous produisons de la nourriture. Et il y a 3 dimensions. Premièrement, les intrants. Lorsque nous n'évaluons pas la consommation en eau correctement, qu'elle ne se reflète pas sur le prix du marché, en Californie, le prix de l'eau est correctement intégré. Au Pérou, ce n'est pas le cas et la valeur de l'eau n'est donc pas prise en compte dans le prix final du produit. Même chose pour le sol. Il y a également des facteurs externes qui pourraient être liés aux émissions de gaz à effet de serre, à la pollution en raison de l'utilisation abusive de pesticides, et tout cela doit également être pris en compte. Il y a également l'impact sur les consommateurs. Tout cela doit nous aider à savoir les valeurs auxquelles nous voulons nous accrocher. Je vais vous donner un exemple très concret. Lorsque vous avez un système où vous pompez de l'eau et que vous subventionnez l'énergie pour pomper cette eau, vous allez créer un problème fiscal. Ce problème fiscal ne va pas être reflété dans le prix et vous allez également épuiser vos stocks d'eau. Et vos impacts en matière de distribution vont également être négatifs car ils vont avoir un impact supérieur sur les agriculteurs. Si la politique change, que vous n'avez plus droit à cette subvention, alors vous incorporez, vous essayez de minimiser ces facteurs externes. Cela pourrait conduire à une augmentation des prix, mais également à une mise à disposition de plus d'informations qui permettraient de faire des choix plus éclairés. La vraie épreuve du feu pour cette fixation des prix va donc passer par une situation où nous aurons des gagnants et des perdants, n'est-ce pas? Les aliments que nous allons manger à l'avenir, si nous avançons vers une notion davantage axée sur le coût, certaines denrées, la viande par exemple, va devenir beaucoup plus chère si on tient compte du coût réel. Il y a également d'autres aspects auxquels vous avez fait référence, la santé notamment, le coût des soins de santé, les maladies qui sont directement liées à la présence abusive de graisse dans nos corps. Qui seront selon vous les gagnants et les perdants? Allez-y, Pavan. Quelques exemples. Maximo, vous pourrez certainement compléter. La santé serait bien sûr le grand gagnant. La possibilité d'éviter des pesticides et d'éviter leur impact sur notre santé à nous tous, d'éviter les troubles, éviter l'existence d'antibiotiques, tout cela conduira à une amélioration de la santé publique. Les principaux bénéficiaires seront bien sûr les citoyens. À
l'échelle internationale, il y aura un changement fondamental et radical de ce que nous mangeons. Je comprends ce que vous dites sur les pesticides, les intrants, etc. Mais en tant que consommateur, il y aura un trait clair entre gagnants et perdants. Je pense qu'en tant que consommateur, nous avons commencé à comprendre l'impact de l'alimentation sur notre santé, le fait qu'elle soit produite localement, le fait qu'elle soit produite sans pesticides. Nous avons également compris l'importance de respecter un certain équilibre. La viande est beaucoup moins présente dans nos régimes. Si on regarde la viande, par exemple, on entend souvent que la viande est nécessaire pour avoir un apport en protéines suffisant. La production de bétail représente 3/4 des terres agricoles. Et 30% et cette grande quantité de terres agricoles ne produit en réalité que 30% des protéines que nous ingérons. Il y a donc une fausse idée qu'il faut à tout prix déconstruire. La viande ne rime pas avec protéines. Maximo, est-ce que vous souhaitez intervenir? Je ne pense pas comme mon collègue. Si on s'intéresse à la consommation de viande dans le monde, il y a une surconsommation de viande. Dans certaines régions, une sous-consommation de viande dans d'autres. Il faut que les personnes s'interrogent sur leur consommation, mais également s'interrogent sur les émissions de méthane liées au bétail. Et nous ne pouvons pas continuer à produire comme nous le faisons partout à l'heure actuelle. Cependant, si on s'intéresse aux subventions, la majorité des subventions ne vont pas permettre d'accéder à des régimes plus sains. Les commodités, les denrées vivrières de base sont également concernées. Nous devons donc mieux comprendre les politiques, leurs conséquences. Nous devons comprendre comment ils ont un impact sur la société et les choix que font les personnes. Ces subventions pourraient, s'ils étaient remplacés, créer une grosse différence, surtout dans les pays développés où elles sont particulièrement élevées. Et nous devrions donc retrouver un équilibre entre les différentes régions du monde, comme je vous le disais. Il y a donc différentes dimensions. On ne peut pas parler de blanc ou de noir. On ne peut pas dire qu'on mange trop de viande, point. Certaines politiques ont un impact négatif pour des raisons, d'autres raisons, parfois externes, qui ont été mises en place. Une autre question. Est-ce que je peux répondre à cette intervention, s'il vous plaît? Très rapidement. Pavan, au début, on vous entendait très bien. Vous avez enlevé votre micro et on vous entend beaucoup moins bien. Ça coupe. Je ne sais pas si vous pouvez améliorer ce son. Oui. Est-ce que ça fonctionne mieux? Oui, très bien. Je suis d'accord avec ce que disait Maximo. Il y a différentes dimensions dans le système alimentaire, mais si j'ai parlé de la viande, c'est parce que lorsque l'on regarde les facteurs externes, revenons à l'étude qui a été réalisée en 2013. Pour les Nations Unies. Malheureusement, l'interprète s'excuse, mais le son de l'intervenant coupe et est de mauvaise qualité. Le ratio des facteurs externes vis-à-vis des bénéfices était de 18. Raison pour laquelle je parlais de la viande, parce que il y a une décorrélation entre les terres occupées pour la production de viande et les bénéfices qui sont générés. Mais également, c'est également valable pour les protéines. Voilà, c'était un exemple assez criant. Nous entendons la moitié de ce que vous dites, mais il y a certaines choses qui tombent, étant donné le signe derrière vous. Et nous avons l'essentiel de ce que vous dites, mais nous n'entendons pas tout. Difficile. Non, attendez que je dise quelque chose. Je vais vous poser une question.
Vous n'étiez pas ici plus tôt, mais nous avons eu une contribution fantastique d'un fermier, d'un agriculteur. Et comme cela arrive très souvent, les agriculteurs eux-mêmes, bon, on en parle beaucoup, mais ils n'arrivent pas à se faire entendre. Alors, un agriculteur en Autriche a dit que son point de vue en tant que fermier, il y avait parfois énormément de naïveté dans ce débat, car il y a tellement de pression sur les agriculteurs d'utiliser les méthodes les plus durables, de se concentrer sur la régénération du sol, la biodiversité, toutes les choses différentes que nous demandons aux agriculteurs, mais l'argent n'est pas là pour que les agriculteurs puissent le faire et rester actifs. Donc c'est très difficile pour les agriculteurs, surtout des petits exploitants dont les marges sont très minces. Je me demandais, quel est le message à donner aux agriculteurs? Vous dites que vous voulez que le coût réel de la production alimentaire, que ce soit reflété, mais alors, où est-ce que les fermiers se placent là-dedans? C'est à vous, parce que l'autre a disparu. Oui, c'est exact. Nous essayons de dresser des politiques sans comprendre. Et les informations sur l'alimentation devraient être essentielles pour comprendre les bénéfices coûts. Alors, les motivations doivent être réalignées pour que plus de fermiers puissent avoir accès à ces pratiques. La dernière chose à faire est d'obliger un fermier à changer sa façon de produire et de ne pas être rentable. Je vais vous donner un exemple très simple. Lorsque nous avons la production de maïs, normalement, vous aurez des toxines. Les toxines, bon, il faut changer les pratiques. That takes this message, because we know that aflatoxins can create problems of cancer, liver cancer, and can also affect nutrition of kids. A farmer will do his investment. He will incorporate that externality and try to minimize it. Another farmer on the other side says, I don't care about it. Both goes to the market, and you arrive to the market, and the market doesn't recognize grain with aflatoxins or without aflatoxin. Ou sans toxines. Le marché ne reconnaît pas l'importance. Alors, l'agriculteur qui a investi a perdu son argent. On ne va pas prendre une seule partie du cycle de production, mais tout le cycle. C'est le marché. Le marché doit reconnaître que c'est ça que nous voulons payer. S'il y a un échec, les gouvernements ont un rôle à jouer. Alors, si le marché ne marche pas, quel est le rôle des gouvernements? Est-ce que c'est d'imposer des taxes sur certaines pratiques avec des prix énormes pour les taxes sur les pesticides, les engrais, l'azote, les choses qui seraient nocives et ce n'est pas reflété dans les prix. Est-ce que le gouvernement doit intervenir si le marché ne le fait pas? Pour les toxines, le gouvernement doit travailler sur le développement des normes dans le marché pour que ces attributs soient reconnus. Dans le cas où vous avez des pesticides qui sont dans un environnement contaminé, alors quelle est la contamination de ces produits alimentaires? Et il faut identifier les mesures à mettre en place pour réduire un minimum l'utilisation des pesticides. Et les gouvernements doivent investir pour que les agriculteurs puissent utiliser les engrais de manière plus efficace. Alors, il y a des endroits où le gouvernement peut jouer un rôle. Je ne sais pas si vous avez pu entendre la dernière partie de la conversation. Quelle est l'importance de l'intervention gouvernementale pour changer l'équilibre des motivations et des coûts? Je suis d'accord. L'exemple que j'ai donné dans le contexte indien, la subvention pour les engrais azote, c'est quelque chose de l'ordre de 66% du prix du marché. C'est payé par les producteurs. Alors, à la place de cela, si certains de ces coûts étaient utilisés de manière plus intelligente pour soutenir les petits exploitants et leur permettre
de choisir les entrées qu'ils voulaient. Je pense que cela ferait une grande différence. Et ce sont certains des changements qui sont en train d'être examinés en ce moment même par les gouvernements. Il s'agit de changer les subventions, les aligner mieux sur les biens publics et les aligner sur la santé publique, les indications. Je pense qu'il y a beaucoup à faire par les gouvernements lorsqu'il s'agit de promouvoir les formes réelles de l'agriculture dans l'agriculture dans le bon contexte. 4 millions pour moins de 2 hectares, c'est pour les petites exploitations. J'ai parlé très souvent aux agriculteurs et j'entends une histoire différente de la dépendance du passé qui a été créée suite à des décennies de politiques mal appliquées, les motivations mal conçues, qui étaient peut-être utiles dans les années 60 et 70, mais maintenant, cela a créé plus de dégâts à l'environnement et à la santé. Vous parlez du projet Andhra Pradesh. C'est très loin de l'Union européenne, mais ce serait bien si vous pouviez apporter les leçons que vous avez apprises là, à Bruxelles, car c'est fascinant, ça a l'air fascinant. Laissons cela pour un autre jour. Je vais demander à l'Assemblée ici s'ils ont des questions. Maximo, très brièvement. On essaiera de faire autant de questions que possible. Les questions de Wilfred Legg, il dit ici, vous allez insister sur les coûts vrais et réels. Il faut que ce soit appliqué à tous les secteurs, pas uniquement le système agroalimentaire pour qu'on ait, entre guillemets, les prix pertinents corrects. Il ne sert à rien de prendre le secteur agriculture en isolation. Il faut que ça s'applique à tous les secteurs. Si vous allez parler des ressources, la distribution des revenus, ce n'est pas uniquement l'agriculteur qui agit seul. Il faut que ça fasse partie d'une approche beaucoup plus large. Je suis d'accord avec cela. Les prix pertinents sont au centre des décisions politiques. Pourquoi c'est important? Parce que l'agriculture était à la racine de toutes ces émissions, surtout pour le gaz méthane du cheptel. Mais il y a d'autres sources d'émissions, les secteurs qui n'ont pas été bien mesurés. Si on veut faire la comptabilité des coûts réels, il faut que ce soit de manière générale, sinon nous allons induire les politiciens en erreur. Nous allons voir d'autres questions. Une question à l'écran qui parle de taxes. Petro Reiter qui dit qu'en est-il le potentiel dans le changement du système de fiscalité ou de taxes, une taxe sur la consommation de viande non organique et d'utiliser ces revenus pour financer la transition vers des systèmes alimentaires plus durables. Est-ce que cela vous semble logique? Question de subvention, l'imposition de taxes que nous disons, cela reflète la réalité. Et je pense qu'il y a des raisons politiques qui rendent plus difficile de réduire des taxes par rapport à la réduction d'une subvention existante. Donc, une question de faire des choix politiques avec le même genre d'impact fiscal. Normalement, nous pensons que pour réduire la consommation de sucre, il faut réduire la production. L'industrie va immédiatement ajuster des mécanismes pour accélérer la consommation de sucre en raison des taxes. Il faut faire très attention à bien évaluer l'impact de ces politiques. Il faut peut-être trouver un mécanisme alternatif pour les consommateurs, pour que les consommateurs changent leur comportement.
qui aura une incidence sur le côté approvisionnement. Normalement, nous utilisons beaucoup de ressources publiques pour le côté approvisionnement et nous oublions le côté demande. Right. Pause, gentlemen. I'm just looking to see if any hands are up in here, just to see if anybody's got a question for you. I've got one. We've got only a couple of minutes left. I've just got one. Throughout today, you won't be so aware. Vous n'avez pas pu passer toute la journée avec nous, mais nous savons que le forum de cette année-ci se déroule dans le contexte d'un conflit horrible, une guerre en Ukraine, causée bien sûr par cette invasion russe sur un territoire souverain européen. Cela va avoir des incidences sur les prix alimentaires, surtout les céréales. Et surtout, même avant la guerre en Ukraine, nous avons vu une hausse mondiale dans les prix alimentaires. Alors, l'accent est mis sur la comptabilité avec les coûts réels, de refléter les coûts réels de la production alimentaire dans le prix de l'alimentation, en essayant de passer à des méthodes plus durables. Ce n'est pas vraiment l'environnement parfait, car dans certains cas, cela veut dire qu'il y aura une augmentation des prix de l'alimentation. Et comme ça augmente de toute façon, vous avez un grand problème. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Cela ne veut pas dire que les prix vont augmenter. C'est de comprendre le coût de ces externalités, les apports que nous n'avons pas chiffrés. Mais ça veut dire que les prix vont augmenter. Vous ne pouvez pas l'éviter. Cela dépend de l'évolution de la situation. On pourrait peut-être réaffecter des ressources de manière convenable. Et certains produits de base ont une baisse de prix. Il faut comprendre l'ampleur de la situation. Oui, oui. Je suis d'accord. Vous pensez qu'un portefeuille de supermarché, ce que vous achetez des étagères, alors qu'en est-il du côté santé, des magasins de santé, la bourse des générations futures et certains aliments qui contiennent des substances nocives. Donc il faut bien comprendre, lorsque nous parlons de plus cher, c'est un des quatre portefeuilles que vous avez sur vous tout le temps. C'est à moi. C'est de ma faute de ne pas avoir vu la situation plus élargie. Nous sommes arrivés à moins le quart, donc on doit vous dire adieu ou au revoir. C'était un plaisir de vous voir tous les deux à l'écran. Merci d'avoir été patient avec nous ici à Bruxelles, mesdames et messieurs. Remercions les deux orateurs pour leur contribution.